Je pense que pour beaucoup d'entre nous qui vivons, Pepe, en dehors des États-Unis, il faut comprendre qu'il n'y a en réalité aucune différence entre l'administration Trump et l'establishment américain en matière de politique étrangère. Bien sûr que non. Il a été mis en veto par eux, sinon il ne serait jamais devenu président. Et le Venezuela nous le montre, car on voit la politique de Donald Trump au Venezuela et le prix Nobel de la paix. Eh bien, il n'est pas entre les mains de l'administration Trump. En réalité, il déteste Trump. Mais on voit le résultat. Ces facteurs qui interviennent au Venezuela aboutissent au même résultat que celui souhaité par l'establishment. Bien sûr. Je pense que c'est la véritable définition de la continuité du gouvernement. Il ne s'agit pas de la continuité du gouvernement en cas d'attaque nucléaire. Non. La continuité du gouvernement signifie la continuité dans la psyché, dans l'état d'esprit, dans les priorités impériales, dans les impératifs de l'Empire. Maintenant qu'il perd du terrain littéralement partout, sur les plans géopolitiques et géoéconomiques, il revient aux bases les plus élémentaires. Rebraces natural. Nous devons prendre compte des sources naturelles, peu importe où et peu importe brel. Pepe, en moins d'un an, la Russie a dévoilé 4 systèmes d'armes nucléaires de nouvelle génération. Vous savez, l'avant-garde, qui n'est pas nucléaire en soi, mais peut être équipé d'ogives nucléaires. Et nous avons le Poséidon, le Burevestnik et d'autres. Quand on regarde ce qui se passe avec la Russie, est-ce que tout cela signifie, selon vous, que l'Est, disons la Russie, la Chine et le Sud global, montrent que c'est la fin de la supériorité militaire occidentale en déployant ce type d'armes? Ou pensez-vous qu'il ne s'agit que du début d'une nouvelle course aux armements? Où allons-nous? Les Russes ne pensent pas en termes de course aux armements. Les Russes pensent en termes de défense de la patrie, de sécurité stratégique et de capacité à répondre à toute forme d'attaque de manière fulgurante et instantanée, ce qu'ils peuvent faire. C'est tout. Et bien sûr, cela remonte à l'époque soviétique. Ce n'est pas qu'un jour ils aient décidé « Très bien, construisons quelque chose appelé Poséidon, une super torpille sous-marine capable de rôder n'importe où, puis de recevoir un ordre et boum ». Non, cela a commencé à l'époque soviétique, dans les années 1970. Il existe une continuité de la maîtrise scientifique héritée de l'Union soviétique, les pères du programme nucléaire russe, en somme. Il n'est donc pas étonnant, compte tenu de leurs compétences et de leur sérieux, qu'ils aient au moins 2 générations, voire 3, d'avance sur les États-Unis. L'Europe, elle, est au XVe siècle, en comparaison de la Russie. C'est fou, parce qu'en moins d'un an, ils peuvent annoncer qu'Oreshnik a été testé sur le champ de bataille. Ils peuvent tester le Burevestnik, je suis désolé. Stormbringer, parce que je pense en termes de Deep Purple. Oui, c'est Burevestnik, exactement. Mais dans ma tête, c'est Stormbringer, parce que c'est le titre de l'album de Deep Purple qui a probablement inspiré beaucoup de scientifiques soviétiques. Deep Purple a toujours été immensément populaire en Union soviétique et en Russie. Testé avec succès. Poséidon, incroyable. Et Poutine a dit, regardez, quand nous avons testé Burevestnik et Poséidon, il y avait quelques navires de l'OTAN qui traînaient dans les parages, donc nous voulions qu'ils le voient. Et il n'est pas étonnant qu'il y ait un silence total, tonitruant, du côté du personnel de l'OTAN. Ce n'est pas mon accent. Ils ne savent même pas ce que c'est. C'est vraiment quelque chose venu d'un autre monde. C'est comme une météorite venue de l'espace. Et bien sûr, les sous-marins nucléaires de Khabarovsk peuvent transporter, les chiffres varient, mais au moins 6 Poséidons. Tout cela en moins d'un an. Et Poutine a dit, regardez, ce n'est que le début.
il y a bien plus à venir. Le développement du Burevestnik, la construction d'une flotte de Burevestniks, le Sarmat, vous voyez le tableau. Alors, est-ce une démonstration ostentatoire de force? Non. C'est la Russie qui fait ce qu'elle doit faire pour protéger la Russie, les terres russes. Et bien sûr, cela doit être interprété par les adversaires et les ennemis comme « ne cherchez pas des noises à l'ours ». Vous n'avez aucune idée. En fait, vous ne verrez même pas ce qui vous frappe. Vous n'y survivrez pas d'ailleurs. Et bien sûr, il y aura toujours cette bande d'imbéciles pour dire que les Russes bluffent. Nous devons les tester. Provoquons-les un peu plus. Eh bien, un jour, ils comprendront. Beaucoup de gens ont écrit des volumes sur la retenue de Poutine, son refus d'infliger quelque chose de vraiment dur, surtout à l'OTAN. Il y a un débat au plus haut niveau du pouvoir en Russie à ce sujet, mais ils ne dévieront pas de leur stratégie globale, moderniser leur arsenal hypersonique et nucléaire, bien au-delà de celui de quiconque. Et bien sûr, s'il y a une quelconque attaque contre la Russie, c'est fini. Ils ont tout ce qu'il faut. Ce que cela dit au Sud global est une longue discussion. Par exemple, les Chinois ont compris la situation il y a des années et ils modernisent leurs forces armées à une vitesse fulgurante. Ils sont encore loin derrière la Russie en matière de missiles, d'hypersoniques, de capacités nucléaires, et ainsi de suite. Mais ils ont ce qu'il faut pour au moins se rapprocher de la Russie en quelques années, tu sais. Et le Sud global, dans son ensemble, regarde la Russie en se disant « Waouh, d'accord, si quelque chose arrive, peut-être qu'on pourra compter sur la Russie pour nous protéger d'attaques directes. » Cela ouvre une autre boîte de Pandore, car on ne sait pas vraiment. Par exemple, un véritable test pour savoir jusqu'où la Russie irait serait une attaque directe contre le Venezuela. Nous ne savons toujours pas comment la Russie réagirait. Il existe un accord stratégique entre Caracas et Moscou. Moscou a déjà envoyé beaucoup d'équipements à Caracas et continuera d'en envoyer davantage. Tout comme Moscou a envoyé beaucoup de matériel très intéressant à Téhéran. Et les Chinois ont fait la même chose. Cela signifie-t-il que s'il y a une autre attaque israélo-américaine directe contre l'Iran, la Russie et la Chine seront directement impliquées? Nous ne le savons pas, même s'il existe des partenariats stratégiques. En réalité, la Russie est mise à rude épreuve, surtout sur ces deux fronts. Dans le Sahel également, s'il y a une déstabilisation du Mali, la Russie devra agir pour aider le Mali, car l'Alliance des États du Sahel entretient une relation étroite avec Moscou. Les provocations ne cessent jamais, Nima. Et bien sûr, la direction russe le sait. Elle doit être très mesurée et en même temps suffisamment incisive si ses intérêts sont directement attaqués. Par exemple, que s'est-il passé en Syrie? C'est une discussion très complexe. La Russie a-t-elle abandonné la Syrie? Non. La Russie a vu où tout cela menait, d'Idlibistan à Alep, dans le nord de la Syrie. Elle connaissait l'état d'esprit des forces armées. Elle savait que des gens étaient soudoyés à l'intérieur de l'armée, donc elle a dû s'adapter. Elle ne pouvait pas intervenir, même si Assad lui-même n'était pas en mesure de défendre sa position. Aujourd'hui, la Russie fait donc le meilleur usage de ce qu'elle possède déjà, à savoir sa présence en Méditerranée orientale. Elle ne perdra pas cela. Dès le début, elle a parlé au coupeur de tête et a dit « Écoute, nous ne quitterons pas nos bases ». Et maintenant, il est dans l'intérêt du coupeur de tête que la Russie soit présente là-bas, dans la partie occidentale de la Syrie. En pratique, nous savons tous que la Syrie est en train d'être découpée. Les Turcs au nord, les Américains au nord-est, Israël au sud et la Russie à l'ouest. Et il y a cette petite Syrie qui sera gérée par le coupeur de tête et ses camarades d'Idlibistan. Nous ne savons pas combien de temps cette situation va durer,
Si elle va durer, si elle sera affectée, probablement pas. Mais du point de vue stratégique russe, c'est « nous sommes en Méditerranée orientale et nous ne partons pas ». Cela leur convient. D'accord, je comprends la critique. Je comprends la frustration des personnes qui défendent la Syrie depuis plus de 10 ans. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la vraie politique. C'est le monde réel. Et bien sûr, la Russie considère que la Méditerranée orientale est très importante pour elle, non seulement aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir prévisible. Et bien sûr, si la Turquie est en Syrie, la Russie doit aussi être en Syrie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez mentionné que ces études sur les nouveaux missiles ont commencé à l'époque soviétique. Je pense qu'il faut se demander, que signifie le fait que la Russie puisse désormais construire des missiles à propulsion nucléaire en utilisant uniquement des pièces nationales? Et la question est de savoir si les sanctions occidentales ont, ironiquement, alimenté une renaissance technologique russe. Non, cela se passait déjà, Nima. Disons que cela a au moins accéléré l'effort pour devenir totalement autosuffisant, ce que les Chinois font dans ce que j'appellerais leur guerre technologique directe et indirecte contre les États-Unis. L'objectif chinois à long terme est le même que celui de la Russie, être totalement autosuffisant. Cet avion de ligne russe est 100% russe. Ils n'ont besoin de rien venant de Boeing, d'Airbus ou d'ailleurs. Et dans leur programme nucléaire hypersonique, c'est encore plus vrai, car il s'agit d'une question de sécurité nationale, une sécurité nationale très stricte. Il faut donc être totalement autosuffisant. Mais je dirais que la stupidité du tsunami de sanctions n'a fait qu'accélérer un processus déjà en cours. Ah, mais bien sûr, nous avons oublié de mentionner ces puces provenant de machines à laver. Elles font des miracles, n'est-ce pas? Pauvres Européens. Quoi? Pepe, Poutine dit que ces nouvelles armes garantiront la parité stratégique pour tout le XXIe siècle. Eh bien, as-tu vu qu'il a en fait parlé de tout le XXIe siècle? Cela signifie que les scientifiques lui ont dit « Écoutez, nous avons tellement d'avance sur les Américains et sur tout le monde, et nous allons maintenir le même rythme. Nous serons toujours en avance d'au moins 2, voire 3 générations sur quiconque pour le reste du siècle. » En gros, il cite ses scientifiques. Oui, exactement. Quand il s'agit de ta compréhension de la situation, est-ce que la parité est encore l'objectif, ou s'agit-il plutôt de dissuasion par l'imprévisibilité? Il s'agit d'une dissuasion sans aucune limite. Une dissuasion poussée au point où les seuls à avoir la capacité d'agir seraient les Américains. Ils devront réfléchir pendant une éternité en 1 minute avant de faire quoi que ce soit de stupide contre la Fédération de Russie. C'est lorsque vous disposez d'une dissuasion de tout premier ordre que personne d'autre ne possède. C'est ce qu'ils ont en tête. Et ils l'ont déjà réalisé en pratique. Inik continuing Ballygeorge. Dudau Burevestnik et de nouveaux Bureshniks. Le président des États-Unis a déclaré lors de son interview à 60 minutes que la Russie et la Chine testaient des bombes nucléaires, une sorte d'essai nucléaire qu'ils mèneraient. Et ils n'en disent rien. En coulisses, ils le font en secret. Dans la même interview, ils ont montré le commandant qui l'avait informé. Il savait ce qui se passait avec la Russie et la Chine en matière d'essais nucléaires. Je ne me souviens plus de son nom, mais il a dit qu'il n'y avait aucune preuve que la Russie et la Chine
test des bombes nucléaires. Et Vladimir Poutine a réagi à la rhétorique nucléaire de Donald Trump, qualifiant cela de sujet sérieux. Il a chargé le Conseil de sécurité et les agences de défense de la Russie d'analyser les déclarations américaines et de préparer des propositions sur une éventuelle préparation à des essais nucléaires. Que se passe-t-il, Scott? Je pense que tu es l'une des personnes les plus qualifiées pour parler de ces questions en matière de contrôle des armements, de bombes nucléaires et de politique nucléaire. Quelle est ton opinion là-dessus? Selon moi, les États-Unis d'Amérique sont dirigés par l'un des hommes les plus stupides du monde, quelqu'un qui ne comprend pas le pouvoir des mots. Avant de s'exprimer sur des sujets comme celui-ci, il devrait sans doute être mieux informé. C'est un homme à qui l'on a dit que les Russes avaient effectué 2 essais nucléaires, l'un concernant le missile de croisière à propulsion nucléaire Burevestnik et l'autre le drone sous-marin à propulsion nucléaire Poséidon. Ces 2 engins sont capables d'emporter des ogives nucléaires, mais les essais portaient sur les systèmes de propulsion nucléaire. Et d'une manière ou d'une autre, dans son esprit, il a décidé d'appeler cela des essais d'armes nucléaires. Non, il s'agit de tests de vecteurs de livraison nucléaire qui se trouvent être à propulsion nucléaire. Peut-être que cela fait simplement trop de nucléaire pour que le cerveau de Trump puisse suivre. Mais en fin de compte, il a pris la parole et a dit « Ils font des tests, donc je vais ordonner des tests. » Voici maintenant la partie importante. Il a dit « Je vais ordonner au secrétaire à la guerre, ce serait Pete Hegseth, de réaliser un essai d'armes nucléaires similaires à ce qui a été fait. » Et tout le monde a paniqué en pensant « Oh mon Dieu, ça signifie que les États-Unis vont violer le traité d'interdiction complète des essais nucléaires et commencer à tester de véritables ogives nucléaires. » Et pourtant, aujourd'hui, le secrétaire à la guerre a exécuté ses instructions. Ils ont testé un missile Minuteman III sans ogive. Ils ont testé le système de lancement, très similaire aux essais déjà effectués. Mais, vous savez, nous faisons cela tout le temps. Ce n'est pas le premier test de Minuteman III cette année. Nous avons testé toute une gamme de systèmes de lancement Trident d'R5, et cela ne devrait surprendre personne. Cela ne devrait pas faire monter l'attention de qui que ce soit. Puis il se retourne et dit des choses comme « Nous savons que les Russes font des essais en secret. Nous savons que les Chinois font des essais en secret. » Eh bien, le secret concerne les tests de leurs missiles. Bien sûr qu'ils sont secrets. Je veux dire, la Russie diffuse en gros « Hey, aujourd'hui nous allons effectuer un essai en vol du Burevestnik, bien qu'apparemment un navire de l'OTAN surveillait le test et que les Russes n'aient rien fait pour le dissimuler. » Mais les mots ont leur importance. Et donc maintenant, vous êtes les Russes, et vous devez être pragmatiques. Vous devez vous demander, est-ce que ce type est simplement stupide? La réponse, bien sûr, est un oui sans réserve. Mais vous ne pouvez pas fonder votre politique uniquement sur l'interprétation de ces propos comme de la stupidité. Ces paroles peuvent aussi être interprétées comme signifiant que les États-Unis croient que la Russie et la Chine mènent des essais secrets d'armes nucléaires, et que, par conséquent, les États-Unis doivent être prêts à effectuer leurs propres essais. Mais si c'est le cas, alors ce n'est pas le secrétaire à la guerre qui va s'en charger. Ce serait une agence américaine complètement différente qui serait responsable de l'entretien des armes nucléaires, le département de l'énergie. Et rien n'indique que nous nous préparions à effectuer un essai nucléaire. Il n'y a pas non plus de preuve que les Russes ou les Chinois en aient réalisé ou préparé un. Tous les pays effectuent ce qu'on appelle des essais sous-critiques. Autrement dit, nous testons le modèle de l'engin nucléaire d'une manière qui examine tout sauf l'événement de fission lui-même. Nous ne provoquons pas cet événement de fission. Ensuite, nous extrapolons à partir des données pour déterminer si l'arme fonctionnerait ou non,
et ainsi de suite. Tout le monde fait cela, et c'est conforme au traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Mais maintenant, les Russes écoutent les paroles du président. Vous voyez, le président russe a demandé à son ministère des Affaires étrangères, à ses services de renseignement et à son département de la Défense d'évaluer ce que dit le président. Hey les gars, si vous regardez l'émission, je viens de vous dire ce que j'en pense. Pas de panique, c'est juste Trump qui fait du Trump. Désolé pour ça. Mais vous savez, l'autre chose que les gens doivent comprendre, c'est que chaque année, le Congrès des États-Unis finance le département de l'énergie pour qu'il soit prêt à reprendre les essais nucléaires à court préavis si nécessaire. Et il y a beaucoup de pression ici aux États-Unis pour que le gouvernement se retire du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et commence à tester de nouveaux modèles d'armes nucléaires. Vous savez, nos bombes sont des conceptions anciennes et beaucoup d'entre elles doivent être refaites. Toutes les bombes doivent finalement être entretenues au fil du temps. Vous savez, il ne s'agit pas seulement des cœurs de plutonium qui doivent être retravaillés et modernisés au fil du temps. Il y a aussi d'autres isotopes nucléaires impliqués qui perdent de leur puissance, et certains gaz doivent être réintroduits en quantité précise. Une arme doit être entretenue. Si vous voulez un système de dissuasion nucléaire, vous devez être certain que les armes fonctionneront comme prévu. Parce que si vous n'en êtes pas certain, l'ennemi ne le sera pas non plus. S'il pense que vos armes ne fonctionneront pas, vous perdez cet avantage. Donc beaucoup de gens disent, regardez, nos armes sont tellement anciennes. Nous devons effectuer quelques essais, des essais limités, simplement pour confirmer que ce que nous faisons fonctionne. Les armes ont fonctionné comme prévu. Peut-être avons-nous de nouvelles armes que nous aimerions tester. Vous savez, l'ogive nucléaire à faible rendement Dober 76B2. Nous aimerions la tester pour confirmer qu'elle fonctionne comme annoncé. Mais jusqu'à présent, le traité a tenu. Notre engagement à ne pas effectuer d'essais nucléaires demeure. Et je crois qu'il reste valable à ce jour. Je ne crois pas que le président ait donné la moindre instruction à quiconque impliqué dans les essais d'armes nucléaires réelles pour commencer à préparer un essai. Il se contente simplement, parce qu'il est plus bête que terre, d'utiliser des mots dont il ne comprend pas la portée. C'est ce que je pense qu'il se passe ici. Scott, comment en est-on arrivé là? Tu te souviens, on avait parlé de Tulsi Gabbard. Il me semble qu'elle est isolée au sein de l'administration Trump. Personne ne se soucie de ce qu'elle dit, que ce soit sur une question intérieure ou étrangère. Qu'en penses-tu? Eh bien, tout d'abord, nous avons affaire à un président qui ne comprend pas le travail d'équipe efficace et qui ne comprend pas ce que cela signifie de faire partie d'une équipe. Il se voit comme le capitaine d'une équipe à laquelle il ne fait pas confiance. Il ne fait confiance qu'à lui-même ou à une poignée de personnes autour de lui. Vous savez, Tulsi Gabbard a été nommée directrice du renseignement national, mais nous avons vu dès le début de son mandat qu'il n'a pas suivi ses conseils lorsqu'elle lui a parlé, par exemple, de l'Iran et de son programme nucléaire. Et j'imagine qu'aujourd'hui, lorsqu'elle aborde d'autres sujets comme le Venezuela ou la Russie et les armes nucléaires, il n'en tient pas compte non plus. Il écoute un cercle restreint dont elle ne fait pas partie. Il semble qu'il écoute davantage le directeur de la CIA, qui est plus politiquement aligné avec Trump. Il écoute davantage Marco Rubio, ce que je ne comprends tout simplement pas, car Rubio le déteste avec passion et le méprise. Et pourtant, il a donné du pouvoir à Rubio, non seulement comme secrétaire d'État, mais aussi comme conseiller à la sécurité nationale, ce qui signifie que Rubio supervise toutes ces questions de politique. Il écoute, vous savez, Sébastien Gorka. Il écoute, vous savez, Keith Kellogg.
La personne qui devrait écouter est celle qui, selon la loi, est habilitée à lui parler. Le rapport quotidien du président est préparé par le bureau du directeur du renseignement national et non par la CIA. C'est donc Tulsi Gabbard qui est censé fournir la dose quotidienne d'informations. Mais ce président l'a mise à l'écart. Elle a un rôle précis et politisé à remplir, qui consiste à revenir sur le scandale du Russiagate de 2016, et elle accomplit très bien cette tâche. Cependant, le rôle du directeur du renseignement national n'est pas celui d'un enquêteur judiciaire. Il devrait se tourner vers l'avenir, examiner le futur et fournir au président les meilleures informations possibles sur le monde dans lequel nous vivons. Malheureusement, la personne la mieux placée pour le faire n'est pas autorisée à le faire. Vous avez mentionné la situation au sein de l'administration, mais en dehors de celle-ci, il s'en prend aussi à Rand Paul, l'un des rares républicains qu'il avait défendu pendant l'affaire du Russiagate. Et en ce moment, il se sent d'une certaine manière menacé par ce que dit Rand Paul. Est-ce un problème sérieux pour Donald Trump? Comment voyez-vous cela? Comment percevez-vous ces personnes qui, d'une façon ou d'une autre, s'en prennent à Trump? Thomas Massie, Ron Paul, ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sur certains sujets? Pas totalement, mais il n'est pas patient dans la manière dont il les traite, dans la façon dont il gère ses relations avec eux. Bienvenue dans le culte de la personnalité, car c'est bien ce que nous avons. Nous n'avons pas une démocratie fonctionnelle. Nous n'avons pas une institution qui respecte la diversité des opinions, ni le processus de débat, de dialogue et de discussion qui devrait avoir lieu lorsque des politiques complexes sont élaborées. C'est ainsi qu'on obtient un consensus bipartite sur les questions, afin que lorsque la politique avance, elle bénéficie du soutien des deux côtés de l'hémicycle. C'est une approche du type « le gagnant rafle tout », menée par un homme qui se voit littéralement comme un roi. Il ne se considère pas comme le président des États-Unis, il se voit comme le dictateur des États-Unis. Et c'est un culte de la personnalité. Littéralement, ce que Donald veut, Donald obtient. Je veux dire, quand avez-vous vu pour la dernière fois un président américain rassembler des gens, leur demander de tendre les mains comme s'il était le canal vers Dieu, priant Dieu à travers lui? En Amérique où une religion d'État est interdite, et pourtant il se met en scène comme s'il était le canal vers Dieu pour tant de personnes. C'est dangereux. Vraiment, vraiment dangereux. C'est dysfonctionnel du point de vue de la démocratie réelle. C'est dysfonctionnel par rapport à la manière dont cette république constitutionnelle est censée fonctionner. Vous savez, il y a 3 branches du gouvernement, séparées mais égales. Et pourtant, ce que fait Donald Trump, c'est intimider à la fois le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif pour qu'ils se rangent derrière lui. Vous savez, il a dit que si des gens s'opposaient à lui, il allait les détruire. Il parle des sénateurs républicains. Je veux dire, encore une fois, nous vivons une époque extrêmement dangereuse, car nous sommes gouvernés par un homme qui semble ne pas reconnaître les limites constitutionnelles et paraît prêt à utiliser tout le pouvoir qui lui revient, de quelque manière qu'il juge appropriée. La Constitution, qu'elle aille au diable. Donc lorsque nous parlons des États-Unis, de la Russie et de l'Ukraine, comprenez ceci. La Russie suit une voie irréversible en ce qui concerne l'Ukraine. Il n'y aura ni arrêt, ni retour en arrière. Ils continueront sur cette voie jusqu'à atteindre le résultat qu'ils souhaitent. Et ce résultat a été expliqué en détail, non seulement à l'Ukraine, mais aussi aux États-Unis et indirectement à l'Europe. Il n'y a aucune surprise ici. Tout le monde sait ce que la Russie attend avant qu'on puisse parler d'une cessation des hostilités, d'un cessez-le-feu, etc. Et je pense que ce que nous voyons, c'est que l'administration Trump comprend cette réalité
et qu'elle comprend aussi qu'elle ne peut pas formuler une politique qui adopte le résultat souhaité par la Russie, alors elle se lave les mains de l'Ukraine et fait peser la responsabilité sur l'Europe. Voilà la position américaine sur l'Ukraine en ce moment. Donc vous savez, il n'y a vraiment aucune surprise ici. Cette guerre, malheureusement, va se terminer à l'ancienne. C'est-à-dire que les Russes vont tuer tous les Ukrainiens jusqu'à ce que les Ukrainiens cessent de se battre. Il n'y aura pas de règlement négocié, il y aura une reddition inconditionnelle. Quand cela arrivera, je n'en sais rien. Les Russes ne fixent pas de calendrier. Mais l'idée que cette guerre puisse s'arrêter et qu'il y ait une paix négociée, c'est exclu. La Russie est déterminée à gagner cette guerre. Elle l'a toujours été. Mais par le passé, elle était disposée à laisser la diplomatie s'interposer et à accélérer certains processus par la négociation. Mais il semble désormais que l'Ukraine en soit incapable et que l'Europe et les États-Unis ne veuillent pas le faire. La Russie imposera donc la question sur le champ de bataille. Vous savez, tous ces partisans de l'Ukraine, vous pouvez lire ce que vous voulez. Prokofiev tombe, les Ukrainiens meurent, Kupiansk va tomber, et on pourrait continuer ainsi. La guerre se terminera en faveur de la Russie. Et la seule chose qui changera en dehors des pertes territoriales sera le décompte des morts. Beaucoup plus d'Ukrainiens mourront que de Russes. C'est la réalité la plus dure qui soit. Le Venezuela, parlons de ce qui s'y passe. Penses-tu qu'à chaque fois que Donald Trump dit « Il ne va rien se passer », nous n'allons pas attaquer le Venezuela? Cela signifie en réalité que nous nous rapprochons d'une attaque américaine contre le Venezuela. Parce que c'était la même chose avec l'Iran. Chaque fois qu'il disait « Non, nous ne le ferons pas », nous négocions, nous avançons avec l'Iran. Alors, penses-tu que s'ils attaquent le Venezuela, ce sera comme l'attaque contre l'Iran, avec des drones, quelque chose d'interne, une implication de la CIA? Ou vont-ils faire quelque chose de semblable à ce qu'ils ont fait en Syrie? S'emparer de l'infrastructure pétrolière, des principales ressources du pays, puis faire pression sur le gouvernement? Ou peut-être qu'une troisième option serait une attaque contre les installations militaires, les bases militaires au Venezuela, et ensuite, je ne sais pas, une sorte d'opération de décapitation en parallèle. Quel est ton avis là-dessus? Je pense que nous devons tout examiner à travers le prisme de la réalité de la politique intérieure américaine. Les républicains se sont fait battre à plate couture lors des récentes élections, et les républicains, les partisans de MAGA, doivent prendre du recul et se demander ce qui s'est passé et pourquoi cela s'est produit. Qu'est-ce que nous ne faisons pas correctement en matière de communication? Il me semble que la pire chose à faire serait d'impliquer l'Amérique dans une guerre terrestre au Venezuela qui s'éterniserait et ramènerait des cercueils au pays. Il n'existe aujourd'hui aucun scénario pouvant être mis en œuvre qui résolve complètement le problème vénézuélien avant les élections de mi-mandat. Et la réalité, c'est que chacune des options que tu viens d'énumérer entraînerait probablement la mort d'Américains, car nous approchons des élections de mi-mandat qui, à mon avis, ne se passeront pas bien pour l'administration Trump. Donc, je pense qu'on va assister à beaucoup de discours, à la poursuite d'attaques périphériques comme celle des bateaux. La CIA continuera de faire pression sur Maduro. Tu sais, si quelque chose se produit et qu'une fenêtre d'opportunité s'ouvre pour un changement de régime, peut-être qu'ils passeront à l'action. Mais je serais surpris que Trump engage une intervention militaire directe pour renverser Maduro, car cela impliquerait de réprimer les forces armées vénézuéliennes, connues pour leur loyauté envers lui. Cela impliquerait de s'emparer d'infrastructures critiques, y compris des champs pétrolifères, et nécessiterait l'élimination physique de Maduro, soit en le tuant, soit en le capturant. C'est la réalité. Et ces actions exigeraient un grand nombre de troupes et presque certainement une présence à long terme sur le terrain au Venezuela,
dans un pays où il existe un réel potentiel de résistance ouvertement hostile. Pour un président qui a fait campagne sur une plateforme de paix, j'ai du mal à imaginer qu'il tente de remporter les élections de mi-mandat en essayant de vendre une guerre de choix au Venezuela au peuple américain. Penses-tu que le Venezuela reçoit une aide de la Russie, de l'Iran et de la Chine? Et si oui, jusqu'à quel point ce soutien va-t-il? Je le crois, oui. Je pense que nous en voyons des preuves. Je ne sais pas. Vous savez, nous avons entendu certaines personnes à la Douma russe parler d'envoyer des Iskander au Venezuela. Je ne le pense pas. Enfin, si vous voulez garantir que les États-Unis inondent l'Ukraine de missiles Tomahawk, allez-y, déployez des Iskander au Venezuela. C'est un système stratégique d'ailleurs. Le Venezuela, vous n'allez pas leur confier une telle capacité. Mais je vois bien des capacités anti-navires, anti-aériennes, peut-être une aide à la formation. Je crois que les trois nations sont impliquées, mais la réalité c'est que le Venezuela est très éloigné de chacun de ces pays. Et une fois la guerre commencée, le Venezuela sera isolé. Vous ne pourrez donc pas maintenir une ligne d'approvisionnement active pour faire entrer des armes et autres ressources. Le meilleur pari pour ces gens serait peut-être de renforcer les défenses du Venezuela là où il y a des faiblesses, mais de chercher une issue non violente, utiliser la diplomatie à leur avantage. Et, vous savez, il y a une opportunité en ce moment à cause de la réalité de la politique intérieure américaine. Encore une fois, je ne peux pas garantir ce que Donald Trump va faire. Peut-être qu'il se réveillera demain et dira « lancez les bateaux ». Mais je pense que s'il doit frapper le Venezuela, cela doit se produire très bientôt et de manière très décisive, afin qu'il puisse présenter une victoire au peuple américain d'ici l'été 2026. Sinon, s'il se retrouve enlisé dans un bourbier où les cercueils reviennent au pays sans victoire claire, cela ne se passera pas bien pour lui lors des élections de novembre. Et alors sa présidence sera terminée. Oui, il lui restera 2 ans, mais il devra affronter une procédure de destitution menée par un congrès contrôlé par les démocrates. Je pense donc qu'il faut prendre en compte la politique intérieure dans toute discussion sur un éventuel conflit avec le Venezuela.